On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste joannaise Rainy B, qui était d'ailleurs de passage au Canadian Music Week il y a quelques jours à Toronto. Mais tout d'abord, parlons de Famille à cœur, mais surtout de la Maison Oxygène qui est là dans la région pour aider les pères en difficulté. Voici l'un des sujets que je souhaitais traiter avant la fin de la saison télé de notre émission. Je parle ici de la Maison Oxygène qui est là à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années maintenant pour aider les pères en difficulté. Un sujet malheureusement dont on ne parle pas assez dans l'actualité de tous les jours. Et je voulais qu'on en fasse mention et qu'on parle un peu de d'où c'est rendu, faire une petite mise à jour. Bref, deux invités pour en parler. D'abord, Manon-Hélène Desjardins, qui est la directrice générale de Famille à cœur. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Pierre-Paul Gagné, qui est intervenant psychosocial de liaison chez Famille à cœur et bien sûr qui s'occupe de la Maison Oxygène. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Maison Oxygène, ça a presque 10 ans. Il faut se rappeler dans le contexte dans lequel aussi ça a été créé à l'époque. Ça a fait des petits un peu partout au Québec. Peut-être nous rappeler un peu les premiers balbutiements de ce projet-là. Bien, en fait, la première Maison Oxygène a vu le jour en 89 à Montréal. Famille à cœur a reçu l'accréditation en novembre 2014 via le réseau Maison Oxygène qui a fêté ses 10 ans cette année. On était la 11e Maison Oxygène au Québec et aujourd'hui, on est rendu 22. Et l'objectif à atteindre, c'est 50 maisons à travers le Québec d'ici 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1989 et 2014? Quand même un gros laps de temps. Qu'est-ce qui fait que ça a pris autant d'années avant que ça se lance là, un peu partout? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect de financement. Là. Ce qui a fait un gros tournant, là, ce qui a fait un gros changement, là, une grosse différence, c'est le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes du ministre Barrette en 2017. Fait que nous, je disais tantôt, on a eu l'accréditation en 2014. Là, c'était tous les services externes qu'on était en mesure d'offrir. Mais à partir de la mise en place du plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes, là, on a reçu notre premier financement qui nous a permis, à partir de 2018, d'offrir le service d'hébergement. Quand on regarde dans l'histoire au Québec, bon, il y a des centres de femmes depuis 10, 15, 20, 30 ans, même 40 ans dans certaines régions, même exemple comme chez nous, des maisons d'hébergement pour des femmes violentées, effectivement. Ça existe un peu partout au Québec depuis ça, 30, 40 ans. Le volet des hommes, le volet des pères en difficulté. Moi, je me rappelle, je faisais des reportages pour ma télé à l'époque. J'avais fait un reportage non loin de l'hôpital Charles-Lemoine à Greenfield Park, Ville-le-Moine. Il y avait un petit organisme qui s'occupait des pères en difficulté. Là, ça commençait, puis personne ne parlait de ça. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Gagné, là, depuis ces quelques années pour qu'enfin, on parle aussi des hommes? Bien, c'est à la fois malheureux, mais positif au niveau des services aux hommes, parce que nos hommes, c'est avant tout des pères. C'est des pères qui sont souffrants. Malheureusement ou heureusement, on prendre plus de temps pour en débattre, mais souvent, les hommes qui sont souffrants sont souvent surexposés. Donc, c'est des hommes, oui, bien sûr, associés à problématiques de la violence. Souvent, c'est associé aussi au niveau de la santé mentale. Souvent, entre guillemets, et malheureusement, se sont dit des mauvais pères. Donc, toute cette exposition-là a amené à nécessairement se questionner des organismes, entre autres comme Famille à cœur, mais tout un réseau à travers le Québec, et nécessairement à mettre en place des services. Qu'est-ce qui fait que Famille à cœur a voulu sauter dans ce projet-là en 2014? Bien, moi, ça fait 20 ans. Là, ça fait 20 ans cette année que j'étais à l'organisme. Quand j'ai pris la direction générale, un des premiers colloques auxquels j'ai assisté parlait de paternité. Fait que j'ai ramené ça à l'équipe, puis j'ai eu... J'appelle ça mon éclair, là, mais j'ai vraiment eu un questionnement de « mais sont où les pères, nous, dans notre organisation? » Parce qu'on est une maison de la famille. Donc, tu sais, on fait quoi pour eux? On s'est questionné surtout, là, la couleur des murs, nos affiches, comment on les accueille. Est-ce qu'ils se sentent accueillis? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont leur place? On a vraiment commencé cette réflexion-là parce que pour nous, ce qui est au cœur de tout ce qu'on fait, c'est le bien-être des enfants, c'est le bien-être de la cellule familiale, puis c'est la coparentalité. Tu sais, fait que même au niveau de Maison Oxygène, on travaille en coparentalité. On veut ramener le père à assumer puis son rôle parental puis pour le mieux des enfants. Maison Oxygène, c'est à la fois des services externes et des services d'hébergement. M. Gagné, quand vous rencontrez des gens dans votre collectivité, vous dites « Oui, je travaille à Maison Oxygène ». Comment vous expliquez ça? C'est quoi une Maison Oxygène? Ça fait quoi dans la vie, ça? Dans un premier temps, c'est pas connu, ou très peu. De la façon dont je l'explique, c'est une opportunité de mettre en relief le rôle d'un papa.
Le rôle de papa est scientifiquement connu au niveau de l'attachement. Donc, pour moi, c'est un service d'hébergement. Ce sont des services, de façon générale, qui sont offerts aux hommes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est souvent peu connu, mais moi, ça me donne l'opportunité, avec l'équipe, d'aller les rencontrer, ces gens-là, ces partenaires-là. Puis de là est issu le poste là, que j'occupe présentement. Donc, les présenter sous forme, on donne un coup de main aux hommes, on peut donner un coup de main aux parents, on peut donner un coup de main aux femmes, on peut donner un coup de main à plein de monde dans notre société, mais là, c'est les hommes de façon particulière. Quel genre de service on leur offre en externe? Service de relation d'aide. Donc, ces hommes-là, par l'entremise de notre service accueil référence pour commencer, c'est le premier contact qu'on peut avoir avec ces hommes-là qui nous appellent directement ou qui nous sont référés par les partenaires. Et ensuite de ça, on les accueille, on les reçoit, on les comprend aussi dans ce qu'ils disent et ne disent pas. Et ensuite de ça, on se donne l'opportunité de voir à l'interne est-ce qu'on peut offrir justement des services tels que votre question, service de relation d'aide. On a différentes activités de groupe aussi, mais on a un service d'hébergement. Puis si nous ne sommes pas les mieux placés pour répondre à leurs besoins qu'ils ont identifiés, pas les besoins qu'on pense qu'ils ont, mais qu'eux autres mêmes sont capables de nommer ou qu'on les accompagne pour les nommer, bien à ce moment-là, on fait appel à nos partenaires. J'aime beaucoup le mot partenaire parce que pour faire des entrevues avec vos collègues des autres organismes, vous êtes tous des fois un peu interreliés avec la même clientèle. Je parle avec les gens de l'Étoile, bon ça c'est les plus jeunes, Saint-Vincent-de-Paul, le volet alimentaire, centre de partage parce que des fois on a besoin de meubles, puis bon, de trucs comme ça. L'éclusier, problème de santé mentale. Tu sais, tout le monde parle à tout le monde, là. C'est ça, là. C'est primordial. Ça devrait être un incontournable. Il faut travailler tout le monde ensemble parce que mettre un filet de sécurité, en bout de ligne, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Tout le monde, là, ce qu'on veut, c'est assurer un filet de sécurité. Fait que ça, en travaillant tout le monde ensemble, puis quand on a eu un nouveau financement qui était non récurrent à la base là, dans les derniers mois, et c'est là où on a décidé d'approcher Pierre-Paul pour dire, écoute, moi, je veux pas seulement un intervenant, mais je veux un intervenant de liaison qui va aller faire les liens avec les partenaires, s'assurer que tout le monde nous connaisse, autant dans le réseau public que dans le réseau communautaire, puis s'assurer qu'on puisse favoriser au plus de travailler ensemble. Quand ça se met à mal aller, là, tu perds ta job, séparation, là, tu n'as plus d'argent, tu n'es plus capable de te nourrir, tu n'as plus de logement. Exact. Ça va pas bien. C'est ça, à un moment donné, là, quand la spirale se met à tourner par en bas. C'est exactement le profil des pères qu'on reçoit. Et le volet hébergement, il fonctionne comment? Comment on se qualifie pour être hébergé? Il y a combien de places? C'est quoi le modus operandi? Porte d'entrée, accueil référence. Si on réalise que le besoin qui est exprimé, c'est un besoin d'hébergement, on a une courte liste d'attente. Je pense qu'en date de ce matin, c'était 2 papas qui sont en attente. Et ensuite de ça, nous, il y a des enfants qui vont là. On a l'équivalent de 6 chambres jusqu'à 18 lits. On a des enfants, donc la sécurité est importante et fondamentale. Donc, c'est pas on lance l'idée, puis qui veut bien venir, vient. À ce moment-là, il y a un processus de préévaluation. Il y a une vérification d'antécédents judiciaires, ce qu'on appelle le plumitif. Et avec ça, souvent en présence de la coordonnatrice, puis un ou une intervenante qui va être jumelée au papa. Et à l'interne, ce qui est important, ces papas-là, on les accueille. Ce que vous disiez préalablement, on s'assure de répondre à l'ensemble de ces éléments-là, qui fait qu'un papa peut se déposer, se relever, puis éventuellement voir briller les yeux de ces petits-enfants-là qui deviennent un peu plus sécurisés parce qu'il y a un papa qui décide de reprendre sa position. Mais ils sont hébergés dans vos locaux ici? Non, on loue des espaces ailleurs. C'est séparé de Famille à cœur et le Centre de ressources périnatales. Là, eux sont sous le même toit. Maison Oxygène est ailleurs. On ne donne pas l'adresse, pas parce qu'on veut la garder confidentielle, tout simplement que présentement, on n'est pas en capacité d'avoir pignon sur rue. Là. Éventuellement, viendra l'achat d'une maison, puis où les services externes pourront être donnés à même là aussi. Là. C'est ça. C'est 6, comme Pierre-Paul disait, c'est 6 chambres, une capacité de 18 lits. Puis il faut assurer la sécurité. Je reviens à ce qu'on disait tantôt. C'est pas tant connu. Tu sais, les maisons d'hébergement pour les femmes violentées, on le sait que ça existe. Là. C'est connu, on en parle dans l'actualité. C'est pas tant connu, là. Et vous me permettez? Oui, allez-y. C'est pas tant connu. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Parce que les services aux hommes sont en développement. Il y a de l'investissement massif à aller faire aussi. Puis nos hommes, quand ils ont besoin d'aide, comme vous et moi, on est là.
La prochaine étape, c'est je fais une crise, c'est je me désorganise. Et ça, c'est Ouais. des facteurs de risque importants. Donc, pour moi, c'est une des hypothèses pour lesquelles on n'en a pas assez, on n'en entend pas assez parler, parce que les premiers concernés, c'est-à-dire les hommes, et ça se développe tranquillement, pas vite, là, de par mon ancienne vie. Ouais. Les hommes qui reçoivent une écoute, qui reçoivent, qui sont accueillis selon leurs besoins et selon leur réalité, ils nous parlent de plus en plus. Ils ont de plus en plus de besoins. À ce moment-là, il faut être là pour répondre. Comment on arrive à financer toute cette opération-là? Ben du jus de bras. Oui. Beaucoup de subventions, récurrentes Oui, ou pas? oui. Ouais. Bien, en fait, bon, il y a eu le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes en 2017 qui nous a amené un premier financement. Il y a eu une aide d'urgence, un fonds d'urgence débloqué par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'automne dernier. Et là, on vient d'avoir l'annonce qu'il y a eu un 25 millions du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les 5 prochaines années. Donc, c'est 5 millions par année qui devient récurrent. Là, ça nous permet de bonifier Ouais. mais sinon, c'est les dons. Évidemment. Et revenons toujours à l'hébergement. Ils peuvent être chez vous combien de temps à peu près? C'est quoi la moyenne, la durée de séjour? Dans la dernière année, là, 72 jours. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas de balise temporelle. Pas de maximum. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Et la moyenne, c'est 72. Et ça, pour nous, ça s'inscrit dans un plan de séjour. Fait que nos hommes, bien sûr, on les reçoit, il y a tous des protocoles de sécurité et tout ça. Mais après ça, on s'assure des accompagnés. Donc, il y a un jumelage, un papa, un intervenant ou une intervenante. Puis un suivi post-hébergement aussi tout à fait. qui est fait. Parce que, tu sais, Ouais, c'est ce pas qu'on tous les- souhaite, ouais. c'est pas la vitesse. Tu sais, je dis souvent, la vitesse, c'est pas un gage de performance, à part si tu es en F1, là, sur le circuit Jules Villeneuve. Mais, tu sais, on préfère que ce soit peut-être un peu plus long, mais on veut s'assurer de la réussite pour pas que le père fasse face à un autre échec Évidemment. non plus. Fait qu'on suit en post-hébergement également. Même si le service n'existe pas depuis 30 ans, là, vous avez quand même un certain recul pour voir, je présume, certains effets. Avez-vous des histoires là, qui vous viennent en tête de tel individu, tel père, là, lui, ça a vraiment changé sa vie, là, le fait que Maison Oxygène l'aide, puis l'hébergement, puis tout ça. Est-ce que vous en voyez de ça? Ah, complètement, si tu me permets, Mme Hélène. Ouais. Effectivement, des papas qui arrivent, qui dormaient sur un petit tapis de camping dans le sous-sol, et c'est comme ça que ça, Ouais. ça a été présenté, exprimé, dans le fond d'un sous-sol, puis c'est un papa qui repart, ou ce sont des papas qui repartent avec une estime, avec, je vais utiliser cette image-là, les enfants dans ses bras, donc qui redevient un poteau de sécurité en matière d'attachement. Puis c'est des papas qui reviennent fonctionnels. Est-ce que vous vous dites des fois, si on n'avait pas été là, il serait arrivé quoi? Oh, nos cerveaux fonctionnent bien, puis Oui, travaillent non, je fort, sais, là. mais c'est ça pareil. J'en Hein? ai des frissons, là. Je Je te C'est, dis, ouais, tu sais, si on n'avait pas été là, il serait arrivé quoi, là? C'est la première fois que j'ai entendu parler de la Maison Oxygène à Montréal. Je suis allée la visiter en 2010. Puis quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, je suis revenue à Famille à cœur. Dans les 2 mois qui ont suivi cette visite-là, j'ai reçu 3 appels de gens qui me disaient, entre autres une grand-mère, qui me disait, écoute, moi, mon fils dort dans son auto avec ses enfants. Fait que, c'est ça. Tout à fait. Des projets d'avenir pour la Maison Oxygène? Bien là, on consolide. Hein? Avec le financement supplémentaire, on est dans les projets, c'est sûr, de consolidation, agrandir l'équipe, couvrir une plus grande période de présence, puis éventuellement l'achat d'une maison, c'est certain. Là. Ouais. Bien, sachez, mesdames, messieurs, qui nous écoutez, que s'il y a des pères en difficulté, il y a un organisme dans la région pour les aider et même dans certains cas pour les héberger le temps qu'ils puissent, bien sûr, rebondir. Ça s'appelle Maison Oxygène. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous, beaucoup à bonne toi. journée. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Faisons un petit suivi sur la carrière de la Johannaise Renée Bie.
dans le domaine de la musique parce qu'elle était présente il y a quelques jours du côté de Toronto. C'est la grande messe de la musique au Canada, le Canadian Music Week. Elle est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va bien? Très bien. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie d'artiste? Notamment, il y a eu le Jim Beam National Talent Search qui a eu lieu, comme tu disais, à Toronto la semaine dernière. Donc, j'étais là pour vraiment toutes les festivités du Canadian Music Week, qui est un festival très important au niveau national. Donc, j'ai eu la chance, c'est d'avoir postulé en avril dernier, d'avoir été sélectionnée pour performer dans le National Talent Search Jim Beam. Et je pense qu'il y a eu au moins une centaine d'applications à travers le Canada. Donc, il y a eu 5 finalistes qui ont été choisis pour performer mardi, le 6 juin, au Canadian. OK. Donc, ça veut dire que tu t'es inscrite. Voilà. Il y a, comme tu dis, une centaine d'inscriptions. Au final, on en retient 5. Exactement. Et tu as fait partie de ces 5 en question. Tu devais être assez contente quand tu as reçu la réponse. Extatique. Au début, j'avais déjà eu la réponse que je pouvais performer au Canadian Music Week. Donc, j'ai performé la nuit d'avant, le 5 juin, dans un tavern un peu style bar avec c'était une performance avec d'autres artistes mais quelques semaines avant j'ai eu la réponse pour le Canadian Music pour le Jim Beam National Talent Search pour dire que j'avais aussi été sélectionnée pour ça. Donc c'était j'étais très surprise, très contente parce que voilà, faire parmi les 5 finalistes. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a sélectionné? Est-ce que quelqu'un te l'a dit dans l'équation? Vraiment, ils m'ont dit que c'était au niveau de l'originalité de mes textes, de mes chansons, de ma présence sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu un mix de tout ça, mon originalité en tant qu'artiste. Ouais. Et donc voilà, c'était vraiment une chance pour moi de me développer sur un autre stage. Jusqu'à présent, j'ai fait des showcases ici au Québec, un peu aussi à l'étranger, mais à Toronto, c'était seulement la 2e fois que j'y performais. En quoi c'était différent à Toronto versus ce que tu as déjà fait avant, ailleurs? C'était différent. C'était similaire dans plusieurs aspects. Je dirais que the crowd, l'audience plutôt, était très enthousiaste. C'est ça, j'aime vraiment beaucoup quand je performe sur scène, la réponse, le feedback de l'audience. Je dirais en quoi c'était différent. Peut-être l'énergie, parce que c'était un concours. Je pense que il y avait quand même peut-être cet aspect de compétition qui était peut-être plus forte entre les artistes, mais sincèrement, j'ai pu rencontrer notamment tous les 4 autres finalistes, les 4 autres groupes musicaux, et je dirais qu'ils étaient tous vraiment aussi talentueux et très enthousiastes d'être là. Donc, je pense que c'était vraiment peut-être l'énergie, puisque c'était une compétition qui était un peu différente, mais à part ça... Au-delà de l'expérience que tu en tires, en quoi cette présence au Canadian Music Week à Toronto devient un élément important pour la suite des choses? Je trouve que c'est important pour la suite des choses de me développer au niveau sur un podium, sur on stage. Je pense que en tant qu'artiste, c'est pas seulement important de faire de la musique, mais c'est aussi important de pouvoir le présenter devant une audience, sur scène. Et je pense que c'est un aspect très important que j'essaie de pousser, surtout pendant ces vacances. Il y a plein de festivals. Il y a le Festival de jazz de Montréal, il y a M pour Montréal qui s'en vient en septembre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'opportunité pour moi et pour d'autres artistes vraiment de se promouvoir sur la scène. Donc... Petit retour en arrière, parce que tu as dit tantôt le mot magique, médias sociaux, parce que moi, évidemment, on s'est vu quelques fois ici en studio. Puis, évidemment, je te suis sur les médias sociaux, puis là, je vois un peu que tu fais des trucs à gauche et à droite. Petit retour en arrière pour les gens qui nous regardent. Ça fait combien d'années que tu tentes ta chance dans l'industrie? Ça fait combien de temps que tu as commencé tout ça? Tout ça, c'est une grosse question parce que ça fait très, très longtemps que je suis dans le domaine de la musique. J'ai toujours été une grande passionnée de la musique. Notamment, j'ai pris des cours ici de musique depuis très jeune. Depuis l'âge de 10 ans, je faisais des cours de piano, des cours de chant. Mais je dirais spécifiquement pour ma carrière musicale, je pense que ça a débuté quand j'ai commencé à faire des covers en ligne sur YouTube en 2020. Donc, un peu vraiment en plein dans la pandémie, c'est là que j'ai sorti mon premier single. Et suite à ça, depuis donc, déjà 3 ans, poussant presque 4 ans, je pense que
ça fait à peu près ce temps-là que... Et là, ça occupe quelle place dans ta vie? Parce que tu l'as dit, il y a eu la pandémie. Bon, ça a freiné un peu tout le monde, mais dans d'autres cas, ça a peut-être permis d'accélérer la création. C'est exactement. Je pense que pour moi, c'était vraiment une période pour moi de créativité. J'étais vraiment confinée, mais dans ce confinement-là, en fait, tout le monde était confiné. C'était le confinement. Mais c'est ça, dans cette période-là, je me suis vraiment rapprochée de la musique, de mon art, et ça m'a permis de créer beaucoup plus de contenu et de découvrir, musicalement parlant, qui j'étais en tant qu'artiste. Et j'ai créé plusieurs projets, dont mon dernier EP, Vénus, qui est disponible sur toutes les plateformes depuis l'année dernière. Et notamment, cet été, je vais sortir un autre projet. Donc, c'est la première fois que je l'annonce, mais j'ai un autre projet en cours, un single avec un autre artiste qui sortira d'ici le mois prochain. Tu es auteur, compositrice, interprète, donc tu fais à la fois les textes, la musique aussi. Explique un peu au public ce que tu fais, ton style, ça ressemble à quoi? Mon style, je trouve que je me définis en tant qu'artiste vraiment disciplinaire, Ouais. exactement. Parce que je fais de la musique pop, mais aussi de la musique R&B, afro-pop, et je pense que je peux pas me... Je suis une artiste qui me catégorise pas seulement dans une spécifique genre de musique. Je pense que j'aime entamer plusieurs styles, donc que ce soit le pop, le R&B, le rap. Je pense qu'on entend ça à travers ma musique. J'ai aussi cette touche de musique autant en anglais qu'en français, donc j'aime montrer mon bilinguisme dans ma musique. C'est quelque chose qui fait partie de moi, et c'est notamment pour ça que ça se retrouve aussi dans ma musique. Quelle est la différence pour toi entre, créer toute seule, chez toi, dans le studio, et oui, être présente sur les médias sociaux, mais ultimement, quand on est sur scène, quand on a le contact direct avec le public, en quoi ça vient changer la donne pour toi? On réalise que vraiment la musique qu'on fait chez nous, en fait, comme tu disais, dans notre studio, vraiment dans notre bon chez nous, ça peut vraiment toucher d'autres personnes. Et je pense que c'est quand tu es sur scène et que tu as le feedback direct du public que tu réalises que, wow, mes paroles, ça connecte avec le public. Par exemple, je me rappelle lors de ma performance, lors du Jim Beam National Talent Search, j'avais performé une de mes chansons qui s'appelle Outside. Et c'est une chanson vraiment dansante, d'été un peu. Et vraiment le feedback du public face à cette chanson-là, qui est vraiment juste une chanson de fun, d'amusement. Et je trouvais que, voilà, non seulement moi, j'ai eu du fun en enregistrant la chanson, mais j'ai pu transmettre ça à travers le public, donc, ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est quelque chose que je continue de faire. Donc, qu'est-ce que tu souhaites maintenant pour la suite? Tu comprends que tu as des engagements, tu as des nouveaux projets, mais quand tu regardes ça au loin, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est quoi ta vision pour l'avenir? Ma vision pour l'avenir, c'est vraiment d'aller en tournée. Je pense que suite à la release d'un album, donc j'ai ressorti un EP de 8 titres l'année dernière, mais je pense que suite à la sortie d'un album éventuel, qui n'est pas encore définitif, je pense que j'aimerais beaucoup aller en tournée. Donc, c'est vraiment partager ma musique sur un niveau national, global. Et je pense que ça va vraiment amener ma carrière musicale à un autre niveau. Et je pense que vraiment, dans 5 ans, 10 ans, dire que je suis une artiste qui, that's on Billboard, qui a vraiment des chansons qui ont eu un succès et qui ont touché plusieurs personnes à travers le monde. Je pense que je pourrais dire que ce serait un succès pour moi. Donc, est-ce que pour toi, la prochaine étape, c'est qu'on puisse entendre ta musique au-delà des plateformes habituelles, mais plus dans les médias traditionnels, à la radio? Oui, la radio, oui, certainement. Je veux que ma musique soit plus poussée à la radio, mais aussi, on est dans un monde qui est beaucoup très poussé par Spotify, tout ce qui est Apple Music. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi important que ma musique soit encore plus poussée, sur les listes éditoriales de Spotify, d'Apple Music. J'ai d'ailleurs été sélectionnée pour une de mes chansons. Pas sélectionnée, mais une de mes chansons a été poussée dans une playlist à Montréal, ici, sur Apple Music. Donc, je pense que si je pourrais, dans le futur, continuer dans cette trajectoire-là, de voir ma musique dans plusieurs types de playlists, que ce soit les playlists du Canada, vraiment, ça serait vraiment... cool. Bon, parce que là, la nouvelle génération d'artistes dont tu es, contrairement
ceux qui étaient là dans les années 70-80, on vivait de son art parce qu'on vendait des albums et oui, Yeah. on faisait des spectacles. Aujourd'hui, évidemment, la donne a changé. Yeah. Avec l'arrivée des plateformes qu'on connaît, il y a des redevances, mais bon, elles ne sont pas très, très élevées. Donc, ultimement, la courroie de transmission reste la scène, reste le Exactement. spectacle. C'est là où ça se passe. Donc, je présume que Exactement. c'est ce que tu vises aussi à long terme. Oui, ce que je veux, c'est vraiment d'avoir une audience parce que je pense que avant, comme tu disais, c'était vraiment la musique qui se vendait. C'est sûr, Ouais. il y avait les tournées, mais maintenant, quand tu as une audience, tu peux te générer ton propre business, en fait. Ouais. Et je pense que c'est très important de développer non seulement le musical, mais sur la scène, mais aussi vraiment en poussant peut-être d'autres projets à la suite que je pourrais présenter à mon audience aussi. Là, de mémoire, tu étais encore aux études aussi en parallèle? Oui, en parallèle. Désolée. Oui. Est-ce que tu es rendu à quel niveau là, Il maintenant? me reste une année, Ouais. une année et demie. Donc, j'ai fait plus que la moitié de mon parcours à l'Université McGill. Et donc, oui, je suis dans un baccalauréat en statistique et en business analytics. Donc, Ouais. je fais comme 2 mineurs combinés. Et donc, voilà, il me reste un an et demi. Et suite à ça, ouais, on verra la suite. Ouais. Et tu réussis à faire les deux en ce moment? Oui, là? je réussis, c'est sûr, maintenant, puisque c'est les vacances, j'ai beaucoup plus le temps de me développer dans mon art. Mais c'est sûr, quand c'est les études, c'est surtout, les devoirs, les examens. Ouais. Et entre ça, je trouve définitivement le temps de consacrer Ben, ça à mon art. bravo encore une fois pour cette participation au Canadian Music Week à Toronto. Merci. C'est quand même pas rien d'avoir été sélectionné. 5 C'était sur 100, super. c'est quand même un bel accomplissement en soi. Bonne chance pour tes projets futurs, les quelques spectacles à venir, les autres projets. Puis si vous voulez bien sûr suivre Renée Lee sur les médias sociaux, Yes. vous allez voir un peu ce que cette jeune fille nous présente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Petit rappel amical pour vos paiements de taxes. Le 3e versement à Saint-Jean est attendu le 15 juin. Le prochain est bien sûr en septembre. Nous, c'est notre dernière émission de la saison avant la pause estivale. Merci à vous d'être là. Merci à l'équipe, bien sûr, d'être derrière cette émission. On va se souhaiter un bel été. Peut-être se croiser, bien sûr, à l'International de Montgolfière. Et on se retrouve au mois de septembre. Bon été. Bye-bye.